rendez-vous d'histoire de Québec. Bienvenue à l'Assemblée nationale. Je m'appelle Véronique Prince. Je suis correspondante parlementaire ici depuis maintenant 8 ans et je vous convie aujourd'hui à une table ronde, une discussion sur le 150e anniversaire de la Tribune de la presse parlementaire, qui est l'organisation qui représente, qui défend les intérêts des membres ici. On est environ une soixantaine et même un petit peu plus. Et vous la reconnaissez sûrement, cette salle, c'est la salle Évelyne Dumas. C'est ici où, jour après jour, le gouvernement a tenu les points de presse durant la pandémie et c'est notre salle à nous, les médias, puisque c'est nous qui modérons les échanges et qui animons la période de questions. Et c'est aussi une salle emblématique pour les médias parce qu'elle a été nommée en l'honneur d'Évelyne Dumas, qui est la première femme journaliste à la tribune parlementaire de Québec. J'aimerais vous présenter mes invités. D'abord, Gisèle Galichand, qui, elle aussi, est pionnière parce qu'elle a été une des premières femmes, en fait, la première de la presse électronique ici à la tribune. Elle compte 25 années comme membre et elle a été la première correspondante également à Radio-Canada, donc je suis ses traces actuellement. Je vais vous présenter également Jocelyn Saint-Pierre, qui est une vraie référence pour nous et aussi à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Il est historien et on le surnomme d'ailleurs notre historien des médias, auteur de plusieurs ouvrages. Je vous présente aussi Robert McKenzie, qui est journaliste anglophone et qui a un gros bagage. Alors, c'est une référence également pour nous. Il a été témoin de l'histoire politique. Il a connu, en fait, 13 premiers ministres du Québec durant sa carrière journalistique au Parlement. Et Antoine Robitaille, qui vraiment a plusieurs cordes à son arc parce qu'il est chroniqueur pour le bureau du Journal de Montréal. Il est aussi animateur à Cube Radio, a participé, réalisé des documentaires. Il est auteur lui-même de plusieurs ouvrages. Alors, je pense que les quatre ensemble ont un très gros bagage pour vous parler des anecdotes et de l'histoire de la Tribune de la presse. J'aimerais d'ailleurs commencer avec Antoine Robitaille pour nous décrire, je l'ai fait un petit peu sommairement, mais peut-être plus en détail, c'est quoi la Tribune de la presse parlementaire et quel est le rôle aussi? Bien, Jocelyn le décrit bien dans son livre. Et moi, quand je suis arrivé à la tribune, c'est le livre que j'ai lu pendant l'été avant de devenir correspondant parlementaire au Devoir en 2005. Donc, au début, c'était pour avoir une place dans les tribunes à l'Assemblée nationale parce que tout un chacun pouvait venir voir les travaux. Il n'y avait évidemment pas de télédiffusion au 19e siècle. Donc, on manquait de place et les journalistes de l'époque se sont dit il faut créer un organisme qui va donc réserver ces places-là. Alors, plus précisément, pour ce qui est du rôle, le rôle a évolué. Il y a des rôles qui sont ajoutés. En 2008-2009, moi, j'ai été président. Et dans mon discours de bilan que j'avais fait ici même, j'avais identifié 4 fonctions à la tribune de la presse. Donc, premièrement, c'est un organisme d'accréditation qui désigne un peu à la manière d'un ordre professionnel qui n'est pas journaliste. Donc, au fond, c'est lié à l'anecdote que je racontais tout à l'heure sur la place dans les galeries, comme on disait à l'époque. Deuxièmement, la tribune, elle assure l'interface avec le pouvoir. Alors, comment nous, les travaux, le travail de journaliste peut se faire en concordance avec ce que le pouvoir veut et parfois contre ce que le pouvoir voudrait. On sait qu'il y a toujours les mêmes questions là, qui se reposent. Là. On voudrait nous mettre dans des enclos, on refuse. C'est juste un des sujets qui revient constamment. Question sous question, on veut plus que 2 questions. En tout cas, donc l'interface avec le pouvoir, c'est extrêmement important. C'est pour ça que quand les journalistes qui sont de différents médias se réunissent, se rassemblent en une tribune, bien, ils ont plus de poids, évidemment, puis ils représentent leurs intérêts. Troisièmement, l'exécutif de la tribune peut recevoir des plaintes de ses membres à l'endroit d'autres membres. Alors moi, j'ai déjà dû, comme président, gérer une bataille. Comme plusieurs présidents. Comme plusieurs, au sein du Salon Rouge, entre un photographe et un caméraman. Il y avait eu dépôt de plainte, donc j'avais agi comme une sorte d'arbitre. Ça m'avait un peu traumatisé. Quatrièmement, la tribune, moi je pense que c'est un club social.
Donc, pour les journalistes qui sont en exil, souvent loin de leur entreprise de presse, et les correspondants parlementaires, c'est ça, hein, on n'est pas avec nos journaux, on est à l'extérieur des salles de rédaction. Donc, on organise en gros 2 buffets de début de session par année, un banquet parlementaire. Bien, c'est ce que je disais en 2008-2009. En 2009, quand je suis parti, plusieurs 5 à 7 pour souligner la fin ou le début d'une session, le départ d'un membre. Et moi, je proposais un cinquième rôle qui était celui du club de presse. Et je trouve que ce qu'on fait ici s'inspire un peu. Je pense que Marco était d'accord. J'en avais déjà parlé avec lui quand il est arrivé. Je parle de Marco Bella-Serino, qui est notre président sortant et correspondant comme moi au Devoir à une certaine période. Donc, on a travaillé ensemble. Donc, en Europe et aux États-Unis, il y a ça, des clubs de presse. Donc, c'est quoi? On peut convier des experts ou des anciens, venir nous entretenir d'un ouvrage, d'un phénomène récent ou d'un sujet lié au parlementarisme. Et il y a parfois un aspect club de presse qui est bien intéressant, qui se fait plus rarement. Ça n'a pas été appliqué à la lettre, mais en tout cas, moi, j'ai toujours fait la promotion de ce rôle-là. Donc, j'ai déjà parlé beaucoup. C'est de s'assurer aussi que les journalistes, on a notre place parce qu'on est important dans cette démocratie-là. On a un rôle important. Et d'ailleurs, j'aurais envie de demander à Jocelyn Saint-Pierre, dans quelles circonstances, il y a 150 ans, la Tribune de la presse a pris forme et pourquoi, à un moment donné, en 1958, on a décidé de s'incorporer? Oui. Alors, Antoine en a parlé un peu. En fait, la Tribune, elle est née officiellement le 11 novembre 1871. Sur la plaque qui est à côté de l'édifice André Laurando, c'est écrit le 10 novembre, mais c'est le 11 novembre qu'elle a été fondée. Les dates, c'est important. Donc, ça fera 150 ans bientôt. Et c'est quelques années après la formation du Parlement québécois. Hein? Un Parlement où le Québec est majoritaire, donc c'est un Parlement francophone, et en 1867. Alors, on connaît cet événement-là par 2 journaux, le Canadien et l'Événement. C'est la seule source qu'on a qui nous explique ce qui s'est passé. Et ça a été publié le lundi suivant parce qu'ils s'étaient réunis un samedi, et ça a été publié le 13 novembre. Et sauf que, mon ami Gilles Lesage me disait, l'information parlementaire n'est pas commencée en 1861. Il y a des journalistes qui rendent compte des débats à Québec, depuis 1792. Ah oui. Durant la première séance, il y a un journaliste qui est présent qui fait un compte-rendu par la suite dans la Gazette de Québec. Alors, sauf que ça s'est poursuivi aussi sous le Canada uni, à l'époque des Patriotes. Papineau trouvait que c'était des oisifs, hein, les journalistes, le parlementaire. Et ça s'est poursuivi aussi au début de la Confédération. Sauf que tous ces journalistes-là formaient pas un groupe. Hein? Chacun arrivait, s'identifiait et on lui permettait d'assister au débat. Le problème, Antoine l'a soulevé, c'est qu'on est dans le Parlement de la Côte-de-la-Montagne. Hein? Alors, il y a un problème d'espace. Les journalistes avaient des pupitres et il y a plein de gens qui monopolisent leur espace. Parce qu'on n'était pas ici au départ. C'est pas ici que ça se déroulait au départ. Non, c'était dans l'ancien Parlement sur Côte-de-la-Montagne. D'ailleurs, dans le débat des langues, on voit au fond, d'après moi, c'est les journalistes qui étaient là. Alors, c'est un problème d'espace. Il y a les propriétaires de journaux qui veulent assister au débat. Il y a des prétendus journalistes, des écrivains et tout ça. Alors, c'est les journalistes eux-mêmes qui ont décidé de mettre de l'ordre là-dedans. Alors, ils se sont réunis, ils ont créé un comité de direction et ils ont dressé la liste des journalistes accrédités pour cette session-là. Ils l'ont remis à Joseph Gadrick-Blanchette, qui était l'orateur, aujourd'hui on l'appelle le président, qui l'a accepté. Alors c'est fou, mais c'est un précédent historique, juridique, qui a rarement été contesté. Alors c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est finalement un problème d'espace, hein. Et l'Assemblée nationale a quand même délégué des pouvoirs à la tribune de la presse. Hein? Oui, en fait, c'est le pouvoir absolu à l'Assemblée, c'est le président.
Mais le président délègue son pouvoir d'accréditation aux journalistes. On comprend pourquoi. Imaginez-vous, avec tous les combats politiques qu'on a eus, si le président si ça avait été basé sur une base partisane. Et moi, j'ai vu des interventions de plein de présidents. Jean-Noël Lavoie qui a défendu la tribune de la presse. Puis il y avait des députés libéraux de l'époque comme Louis-Philippe Lacroix là, qui trouvait qu'il occupait trop de place. Alors, Jean-Noël Lavoie a défendu les journalistes, puis ça s'est produit plusieurs fois. Alors, c'est le président qui délègue son pouvoir d'accréditation. Il pourrait l'enlever, mais c'est le président qui donne ce pouvoir d'accréditation. Et à mon avis, c'est une décision très judicieuse qui a été prise il y a bien des années. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'un journaliste veut venir couvrir l'actualité politique, il doit s'adresser au conseil d'administration de la Tribune de la Presse pour demander d'entrer au Parlement et de pouvoir couvrir les débats. Oui, Parce que ça prend une permission et nous, on décide au conseil d'administration si la personne répond aux critères, si elle est suffisamment indépendante, etc., etc. Vous y ajoutez quelque chose? Oui, il doit avoir une lettre d'accréditation, hein? Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui, C'est encore le cas, hein? effectivement. C'est un peu comme des ambassadeurs. Du média. Oui, Oui. du média qui demande, qui dit cette année ou à partir de maintenant, notre correspondant parlementaire sera un tel. Mais c'est l'individu qui est accrédité. Oui, exact. C'est Et, pas le média, c'est l'individu. J'aimerais ça, Véronique, hein, que l'historien nous raconte comment il se fait, comment est arrivée l'incorporation de la Tribune de la Presse beaucoup plus tard. Oui. Alors ça, c'est un autre événement assez extraordinaire. C'est un des événements... en fait, on est dans une période que tout le monde connaît. On est sous le régime du Plessis. Et il y a un énorme scandale que tout le monde a entendu parler. C'est le scandale du gaz naturel. Alors, Hydro-Québec, à l'époque, avait un réseau gazier dont elle voulait se départir. Alors, les ministres de l'Union nationale, naturellement, ont appris cette transaction-là. Alors, ils se sont empressés d'acheter des actions de la Corporation du gaz naturel. Alors, c'était un coup de bourse énorme et aujourd'hui, on appelle ça un délit d'initié. Alors, plusieurs ministres ont acheté des parts du réseau et on dit même que M. Duplessis en aurait acheté aussi par l'intermédiaire de Tourigny, son chef de cabinet. Alors, écoutez, c'est un scandale énorme. Le SAGE l'a utilisé, c'est un scandale énorme. Alors, c'est Pierre Laporte qui l'avait dévoilé. Pierre Laporte était correspondant du Devoir, qui l'avait dévoilé dans son journal. Alors, ça, c'est en juin 1958. Alors, Laporte, le vendredi suivant, M. Duplessis rencontre les journalistes. Alors, la rencontre des journalistes avec M. Duplessis, on appelait ça la dictée du vendredi. Alors, c'est parce que M. Duplessis parlait tout le temps, puis les journalistes notaient. Hein? Alors, des fois, il leur demandait « Qu'est-ce que vous avez écrit, vous? » Alors, le sage, c'est sagement... raconté dans ce livre-là, c'est très drôle de... Puis, et puis, alors, Laporte décide de ne pas se présenter, alors on envoie Guy Lamarche. Mais Guy Lamarche était tout jeune. Alors, Duplessis le voit et lui dit « Qui c'est que t'es, toi, jeune homme? » Alors, Lamarche dit Guy Lamarche du Devoir, dors! Ça ne s'est pas passé ici, là. Ça s'est passé dans le bureau du premier ministre en haut. Alors, il fait expulser Manu Militari par son chauffeur. Puis Guy Lamarche m'avait raconté que Guy était quand même assez grand, hein? Puis le chauffeur était assez costaud, mais non, alors il avait quitté le bureau. Guy Lamarche m'avait raconté cet épisode-là. Guy me dit Jocelyn, c'est mon moment de gloire. Parce qu'il est resté célèbre comme journaliste, mais il n'a rien fait. Oui, je pourrais peut-être ajouter quelque chose là-dessus, parce que j'étais témoin d'un incident semblable. Alors, en 1958, je travaillais au poste de radio CJAD à Montréal, et ils m'ont envoyé c'est la seule fois que j'ai couvert Maurice Duplessis en personne. Alors, on célébrait, je crois, la fin des travaux du chemin de fer Sept-Îles-Gagnon. Ah oui. Alors, il y avait un mélange de membres de la Tribune de la Presse et de journalistes de Montréal. Alors, c'est assez particulier. C'est exactement comme on a décrit Duplessis. Il arrive là-bas, alors, il parle des autorités civiles et religieuses, puis
fait un discours. Nous, on nous avait emmenés par avion à Sept-Îles, puis ensuite par autobus scolaire à Gagnon. Et après, on était invités à Shefferville, dans la maison de la compagnie Iron Ore, où d'ailleurs Duplessis est mort un an plus tard. Ça, ben oui. Et il y a eu là une scène assez pénible à laquelle j'ai assisté. Mario Cardinal du Devoir était là. Ah oui, oui. Et à la fin, on va trouver ça invraisemblable aujourd'hui, M. Duplessis dans une chaise, on était invités tous à aller lui serrer la main. Alors, on commence par des dignitaires, tout ça, et les journalistes derrière arrivent, puis moi j'étais à peu près 2 ou 3 en arrière de Mario Cardinal, et c'était le chef de cabinet, vous l'avez nommé tout à l'heure, M. Tourini. C'est ça, qui disait Monsieur Antel, Monsieur Cardinal du Devoir. Alors Mario, je ne sais pas si Mario est toujours vivant, je crois que oui. Hein, ouais. Alors Mario, je pense, a eu la polio jeune, puis boite. Alors, Mario, du Monsieur Cardinal du Devoir, et Mario se présente, et Duplessis, c'était juste après l'affaire du gaz naturel, quand il a entendu le Devoir, il a fait. Il a refusé de lui serrer la main. Et Mario part en boitant. Et là, on suit après, puis on lui serre la main. Enfin, mais ça, c'est des mœurs qui ont changé parce qu'on fait plus ça. Non, c'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est à la suite, à ma connaissance, parce que je l'ai lu par vous, Jocelyn, que la tribune de la presse, M. Vincent Prince, qui n'est pas dans votre famille, non, je pense, qui était président, Fernand Renault, je crois, Henri Dutil et un autre dont j'oublie le nom, ont demandé l'incorporation de la tribune de la presse justement pour se prémunir comme groupe, pour être capable de combattre ces phénomènes-là. Je pense que Jocelyn va être plus instructif que moi là-dessus. On a connu, Gisèle et moi, M. Renault. Hein? Oui. Qui était... Sur le même sujet, le soir de l'élection de 60, que l'Union nationale a perdu, la Gazette m'avait envoyé à Joliette pour prendre ce qu'ils appelaient, eux, the victory statement. Ben, il n'y a pas eu de victory statement. M. Barrett avait perdu l'élection. Et enfin, il y a une longue soirée où on était dans le sous-sol du voisin à écouter ça à la radio. Je pense que la télévision noir et blanc aussi. Et à un moment donné, on nous introduit dans la maison de M. Barrett, une superbe bibliothèque. Il était très digne. Et on parlait de Fernand Renault. Et à la fin, il n'y a pas eu de questions. Il a fait un discours, il a dit on va voir si on doit imputer au chef ce qui est arrivé. Mais il n'admettait pas la défaite. Il disait c'était encore à cette heure-là, chancelant. Et à la fin, Fernand Renault dit Monsieur le Premier ministre, au nom de la Galerie de la Presse, on appelait ça comme ça, je veux vous remercier. Vous avez toujours été un gentleman. Enfin, c'est dans ce sens-là. Et au nom de la Galerie de la Presse, on salue votre dignité dans les circonstances. Alors, c'était comme ça. C'est ça, et ça a beaucoup évolué au fil des années. Puis d'ailleurs, j'aimerais peut-être aborder avec... oui, allez-y. Oui, bien, je voudrais terminer sur l'incorporation. Alors, ça donnait un statut juridique à la tribune de la presse, qu'elle n'avait pas eu, hein, mais on est un parlement de tradition britannique, et les traditions sont force de loi, hein. Alors, le fait que le président ait délégué son pouvoir d'accréditation pendant des années, ça devenait un précédent presque juridique. Alors, les journalistes, ils se sont incorporés, c'est en vertu de la loi des compagnies, ils se sont incorporés le 15 décembre 1958. Et l'acte comporte 2 objectifs. Grouper les journalistes en association, les journalistes qui sont assignés au Parlement, et protéger, promouvoir et développer les intérêts professionnels des membres. Alors, ça complète un peu ce qu'Antoine disait. Et, bon, finalement, le pouvoir d'accréditation a été contesté récemment, en 2010. On s'est rendu jusqu'en Cour supérieure.
Et le juge a décidé que les pouvoirs du président n'étaient pas contestables juridiquement. Mais non. Alors, Séparation des pouvoirs. c'est la séparation des pouvoirs. Hein? On disait que la tribune de la presse était le 4e pouvoir. Un plaidoyer génial de M. God, un avocat, l'avocat Langlois avait fait, ça avait été sublime. Et donc, ça a encore renforcé le pouvoir de la tribune. À mon avis, il n'y a pas personne qui va contester ça aujourd'hui, là. C'est un précédent très, très, très important en Cour supérieure. Alors voilà, c'est ce que je voulais... les journalistes en 1958 ont été, je pense, pas mal traumatisés par ce qui s'était passé. Ils ont refusé d'aller aux conférences de presse de M. Duplessis. Et ils se sont dit, si un de nos membres est attaqué, on va l'appuyer, puis on n'ira pas rencontrer les hommes politiques. Oui, parce qu'effectivement, les membres se tiennent vraiment entre eux. Il y a une saine compétition, en fait, entre les médias, parce que même si on est des gens qui travaillent de médias différents, on a vraiment une proximité et une entente qui fait en sorte qu'on se serre les coudes et on est très solidaires, justement, dans la tribune de la presse. Gisèle, j'aimerais vous entendre sur la parité hommes-femmes à l'intérieur de la tribune, parce qu'il fut un temps où c'était principalement des hommes qui étaient des journalistes, et puis là, les premières femmes ont commencé à arriver. Aujourd'hui, c'est assez paritaire, mais au départ, est-ce que c'était difficile pour les femmes d'avoir une crédibilité non seulement auprès de ses collègues, mais des parlementaires aussi? Oui, parce que, d'ailleurs, j'en ai témoigné auprès de l'historien, les toutes premières, et sans doute Evelyne, à qui je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais Lisa Balfour, Suzanne Astrull et moi, qui avons été les suivantes vers la fin des années 60, nous étions considérés comme des curiosités. Et puis, et par plusieurs confrères, collègues de la tribune de la presse, des curiosités temporaires. Alors, comme quoi vous alliez pas rester. C'est ça. Et j'en profite pour vous signaler le phénomène qu'a vécu, l'histoire qu'a vécu une autre consoeur qui est arrivée en 70, je crois, Renée Lacourcière, qui a vécu quelque chose d'assez mortifiant parce qu'elle était rattachée à la station de Québec de TVA maintenant, CFCM-TV, et elle avait été désignée pour couvrir ici comme avec un laissez-passer temporaire. Alors, elle venait régulièrement, et je peux en témoigner parce que je la voyais. Madame Astrull pourrait aussi témoigner de la présence de Renée, même si, Henri Dutil ou non, les secrétaires de l'époque n'avaient pas encore inscrit Renée parmi les membres qui étaient ici presque quotidiennement. Or, Renée, par le poste de télé de Québec, alimentait Montréal, CFTM Montréal. Et Papa Lapointe, Claude Lapointe, chef des nouvelles pour ne pas le nommer, qui était le grand patron là-bas, trouvait que ça ne faisait pas crédible une femme qui envoyait de l'information parlementaire. C'était pas sérieux. Alors, Renée a dû rentrer à la station CFCM de Québec et elle a été remplacée par Gilles Morin, qui est devenu le correspondant et, enfin, de ce qui allait devenir le réseau TVA. Alors, c'était un peu comme ça que même les médias traitaient les femmes journalistes. Dans mon cas, il a fallu que je me batte pour arriver ici parce que mon employeur, qui était la station CJLR, maintenant disparue des ondes, trouvait que si on m'envoyait, même si on me reconnaissait quelques qualifications pour être là après 4-5 ans de métier, on trouvait que j'allais coûter cher parce qu'il fallait un technicien. À l'époque, là, Véronique, les correspondants avaient, pour plusieurs, je pense entre autres aussi à Michel Saint-Louis, plus tard de TVA, qui est arrivé pour CKAC, nous avions des enregistreuses avec des rubans magnétiques de 7 pouces, donc 14 pouces, donc ça fait des enregistreuses assez pesantes. La technologie Il fallait traîner les fils, les micros en chrome, les pieds de micro, les fils électriques en plus des fils de micro. Alors, et puis il fallait faire les montages et tout ça. Alors, il disait, une femme ne peut pas faire ça, ça prend un gars, puis ça va nous coûter cher d'envoyer 2 personnes. Puis là, il y avait
c'était 67, hein, c'était l'arrivée là, de tous les grands chefs pour l'Expo 67. Alors, j'étais donc venue en secours d'un confrère du journal La Tribune, Claude Derry, qui était à ce moment-là le président de la Tribune de presse, qui n'avait pas le temps d'envoyer ses topos pour la radio. Il y avait la présidence de la Tribune à gérer, les relations avec le gouvernement et le protocole à gérer. Il y avait des lois spéciales pour que les travaux de l'Expo soient terminés à temps. Alors, je suis donc venue à partir du printemps, là, et j'ai démontré à mes patrons qu'ils n'avaient pas besoin d'envoyer un gars. J'étais assez forte pour faire tout ça, mais traîner l'équipement, puis etc. Je vous jure que j'étais pas victime de harcèlement parce qu'équipée comme je l'étais, avec les fils autour du cou, les micros, ma sacoche et tout, personne n'osait m'attaquer. Et en plus, on me disait qu'il fallait que je continue à couvrir les faits divers. Alors, je vous fais grâce du nombre de fois où je suis arrivée ici au Parlement pour la période de questions qui était à 10 heures dans le temps. Et oui, c'est bien ça. Il est reparti après pour faire... Et je chantais la boucane. Parce que j'arrivais bon. Ça, c'était effectivement pas facile pour une fille. Lisa Balfour, qui était arrivée, elle, quand je suis arrivée comme laissez-passer temporaire au printemps, Lisa, elle était déjà là. Elle est la deuxième, la vraie deuxième femme. Elle était là pour Southern News. Donc, pour l'écrit, elle avait, mettons, un rythme, mais c'était moins difficile pour elle d'accomplir, de faire l'exécution de la tâche. Suzanne Astrull, qui est arrivée quelques mois, au début de 68, je pense. Suzanne, également, je crois, elle était au Montreal Star, oui, c'est ça. Et elle aussi, elle avait de l'équipement moins lourd, son stylo et son calepin. Mais j'ai donc continué, j'ai persévéré, j'ai réussi. J'enviais mes confrères de Radio-Canada qui avaient, eux, un technicien. J'enviais CHRC qui, au lieu d'avoir cette grosse machine, avait une machine Nagra, des rubans 3 ou 4 pouces, donc plus légère. Ce n'est qu'en 72 ou 73 que ce qui était devenu le réseau Radio Mutuel m'a comblé avec une enregistreuse UR à cassette. Donc, il fallait se battre. Il fallait se battre. Les copains de la Tribune de la presse ont fini, peut-être à l'exception de M. Henri Dutil, qui était là encore. Il venait rôder dans les corridors du Parlement, me regardait toujours comme une curiosité. Malgré tout, les confrères ont assez rapidement eu beaucoup, non pas de pitié, mais de compassion. Normand Girard, Rémi d'Anjou étaient parmi ceux qui m'aidaient à transporter l'équipement. Quand M. Lévesque a quitté, là j'étais devenue depuis septembre correspondante à temps plein. J'avais convaincu mes patrons. Et quand M. Lévesque a quitté le château Frontenac pour, après son schisme du Parti libéral, tous les copains de la Tribune sont partis en trombe pour le suivre. Mais moi, j'avais cet équipement-là. J'avais pas le temps d'appeler mon patron, rien, etc. Et c'est Rémi d'Anjou, qui était à la presse canadienne, qui m'a aidé à ramasser. On a laissé le micro là, puis il dit, je vais t'en passer un micro là-bas. Puis il m'a aidé à descendre la côte Saint-Angèle pour entrer dans l'hôtel Victoria. De la combattante, finalement? Oui, de fait. Parle-nous d'une soirée de campagne électorale là, dans l'autobus. Il paraît que c'était pas toujours drôle pour la femme, la seule qui était dans l'autobus. Il m'est arrivé pour une campagne ou une portion de campagne d'être toute seule avec 38 ou 39 gars dans un autobus. Je vous jure qu'à la fin d'une journée, les gars buvaient de la bière de temps en temps. Je n'osais pas aller aux toilettes à l'arrière. J'avais hâte qu'on arrive à un hôtel, et puis, etc. Ça fumait beaucoup. Bon, peut-être que moi-même, dans les années... J'ai arrêté de fumer en 71, 72. C'était pas toujours... Les conversations, c'était des conversations de gars, là. Bon, il fallait qu'on s'accoutume à tout ça. Moi, j'avais été frappé par Lisiane Gagnon dans le livre du 125e anniversaire, donc ça fait pas si longtemps que ça, qui dit que la Tribune, ça ressemble à un collège de gars. Faut-il le préciser, tant la proportion des femmes y est faible. Cette année, on compte un nombre record de 6 femmes sur 110 députés et 3 femmes sur 66 correspondants parlementaires. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pour la clarté?
ce sont les employeurs qui choisissent les membres de la Tribune de la presse. Voilà. La Tribune de la presse, c'est pas un organisme, non, mais pour que les gens comprennent, c'est pas un organisme où les gens peuvent se présenter et demander pour être membre. Ce sont les patrons à Québec, à Montréal, à Toronto et ailleurs qui choisissent les gens qu'ils envoient. Alors qu'il y ait eu ou pas de femmes à une certaine date n'a rien à voir avec la Tribune de la presse. Non, c'était les patrons. Absolument pas. Et je n'ai jamais connu... Sauf qu'elle faisait le parallèle entre le faible nombre de femmes à l'Assemblée nationale et aussi le faible nombre de femmes à la Tribune. Je trouve que ce parallèle-là est intéressant. Mais donc, partout, il y avait mais peu j'ai de toujours place pour les connu femmes. un certain nombre de femmes en journalisme. Oui. Et je pense, Françoise Côté, par exemple, c'est vrai qu'Evelyne était la première femme permanente à la Tribune de la presse, mais Françoise Côté de la presse canadienne venait assez souvent dans les conférences de presse, mais de très bonnes journalistes. Et puis, il y en a eu d'autres à la Gazette quand j'y étais. Il y avait des femmes en journalisme. Bien, en fait, mais au fil des années, il y en avait de plus en plus. Et aujourd'hui, comme je le disais, c'est à peu près égal entre les hommes et les femmes. Ah oui, on a la parité. Oui, je pense qu'on a la parité. Mais c'est une décision des patrons. Présentement, j'ai fait un décompte. Pas de la Tribune de la presse. Non, ça c'est vrai. Cette précision est importante, là. J'ai fait un décompte avec la liste actuelle. Il y a 33, si on prend que les journalistes, il y a 33 seulement de filles et de femmes journalistes présentement. Oui, OK. J'avais l'impression que c'est 14. Bon, ajoutons peut-être Marie-Christine Trottier qui doit revenir avec le mois de juin. Ça fait 15 femmes, là, qui, avec le J à côté, là, et 29 gars. Et si on ajoute là, les techniciens, là, j'englobe les réalisateurs, il n'y a que 2 femmes là, qui sont réalisatrices et 18 techniciens et réalisateurs. Donc, sur l'ensemble de la Tribune de la presse, c'est 25 de femmes. Ça a été longtemps en dents de scie, là, un peu comme à l'Assemblée nationale, mais le maximum a été obtenu, je crois, en 2018, là, dans mes papiers de la Tribune de la presse, qu'il y a eu presque 40 de femmes journalistes. Alors, mais c'est pas du... C'est en augmentation quand même, on pourrait dire. Là. Mais là, c'est redescendu. C'est quoi la zone paritaire dans ce cas-là? C'est ça. Mais aussi ajouter quelque chose à ce que tu as dit. Pas pour te contredire, mais mon expérience personnelle. J'étais là en même temps que quand Evelyne est arrivée à la Tribune de la presse. Alors, Evelyne Dumas. La situation que tu décris, je n'ai pas vu ça pour Evelyne du tout. Evelyne était considérée quasiment comme une mascotte. Tout le monde l'aidait. On lui expliquait des choses, on lui donnait même des scoops. Elle était une très bonne journaliste, mais je n'ai jamais vu Evelyne. J'ai vu beaucoup de femmes journalistes qui avaient des problèmes. Je ne parle pas d'Evelyne nécessairement ou d'autres, mais beaucoup de femmes journalistes qui avaient des problèmes, mais c'était souvent avec leur conjoint ou dans leur vie personnelle. Ah oui. Mais pas avec les collègues. Ben, comme je le disais, il y a une solidarité beaucoup aussi entre les membres. Là, on s'aide beaucoup entre nous. J'aimerais qu'on aborde peut-être un autre sujet. Je ne sais pas si Antoine, tu veux poursuivre là-dessus, sur l'éthique journalistique, parce que on est comme une grande famille et tous les jours, on voit les parlementaires, on voit les députés. Tous les jours, pratiquement, on croise le premier ministre et son équipe. Alors, il y a une certaine proximité qui finit par s'installer, mais en même temps, on doit conserver notre indépendance journalistique. Alors, comment les membres de la tribune réussissent à faire fi de leurs propres allégeances et d'être indépendants? C'est quand même un défi peut-être pour certains, là. Oui, c'est peut-être plus facile aujourd'hui, surtout après cette année pandémique où il y a vraiment une distance entre les journalistes et les politiciens. On ne va plus au restaurant depuis un an et tout ça. Et déjà, avant, il y avait beaucoup moins de proximité qu'à une certaine époque. Je lisais hier Michel David
déjà qui parlait de, je sais quoi, on est en 96, et il dit que justement, il y a une parfois trop grande proximité et qu'il faut mettre des limites, que Robert Bourassa jouait beaucoup la familiarité avec les journalistes. Il les invitait même dans des événements, des parties, ce genre d'affaires-là. Oui, tout le monde se retrouvait sur la Grande Allée. Oui, c'est ça, exactement. Donc, moi, ça va faire 16 ans là, que je suis ici. J'ai pas l'impression je pense que vraiment, notre époque est différente de ces époques-là où il y avait vraiment une grande proximité. On se parle souvent, je veux dire, on parle au téléphone, on est plus près de certains élus que d'autres. Moi, il y a des élus à qui je parle quasiment tous les jours, mais c'est ça, c'est différent de cette époque-là où, notamment, il y avait cette table de journalistes au restaurant. Et au restaurant parlementaire, Lisiane Gagnon en parle aussi de cette table. C'est là où elle dit c'est juste des gars qui accueillent les gars. Mais aussi, elle présente une situation de proximité extrême qui je pense qu'on a pris nos distances avec le temps. Oui, d'ailleurs, je vais ajouter quelque chose de désagréable, mais c'est la vérité. Les journalistes avaient des salaires de famine, très souvent. Oui. Ah ben oui. Et les petites enveloppes. moi, pour aller travailler à la Gazette, j'avais pris une énorme baisse de salaire par rapport à la radio pour pouvoir travailler dans l'imprimé. Je me souviens, je vais te donner les chiffres de l'époque. Je gagnais 125 $ par semaine à CJAD dans les années 50. Et quand je suis entré à la Gazette, je me souviens, ils m'ont dit « $50 a week and it's more than you're worth ». Alors, j'ai commencé à 50. Quand j'ai été nommé ici, ça a remonté au salaire que j'avais eu à la radio à Montréal. Mais c'était... D'ailleurs, j'ai couvert la commission Salvas, dont vous parliez tout à l'heure, du début à la fin. Et je suis de la première génération qui a été marquée par la corruption qu'il y avait autour du Parlement. Alors, aux conférences de presse, dans les années 50, on allait, puis il y avait une enveloppe, puis il y avait $2 dedans. Ah oui. Et je ne dis pas ça pour me flatter, mais je n'étais pas le seul, mais j'étais de la première génération qui remettait l'enveloppe. Oui. Moi, j'avais fait un cours à la maîtrise. À la tribune de la presse, beaucoup de journalistes écrivaient des discours pour des ministres et ensuite faisaient des reportages sur le discours qu'ils avaient écrit. On ne peut pas imaginer, c'est pas juste du copinage, c'était collé ensemble. Quand j'étais en sciences politiques à la maîtrise, on avait fait un cours avec Florent Sauvageau, Jean-Louis Gagnon et Michel Roy. C'était formidable. On parlait justement du journalisme, de l'éthique journalistique. Puis, on avait pas mal conclu dans le séminaire que la syndicalisation avait permis une professionnalisation du et grâce à Jean-Louis Gagnon, ça a peut-être rédit les choses, la syndicalisation, dans les années 90. Moi, quand j'essaie d'avoir un boulot en journalisme dans les années 90, c'est tellement crispé, les conventions, c'est très difficile, il n'y avait pas de poste et tout ça, contrairement à aujourd'hui où il semble y avoir toutes sortes d'occasions, mais ça a permis la professionnalisation et je pense que ça a permis justement une certaine distance, indépendance du journaliste par rapport aux politiques, au pouvoir. Et c'était pas juste les ministres, des organismes à l'extérieur. Je vais vous raconter, je ne donnerai pas le nom, mais un jour, ça devait être vers 60-61, c'était tranquille, c'était une période morte. Et je vois un collègue qui travaillait pour un média anglophone et il était à sa machine à écrire, puis la vapeur sortait de la machine, puis feuille après feuille. Il commençait à être inquiet, puis finalement, il dit, écoute, j'ai dû rater quelque chose. Il dit, non. Je suis en train d'écrire la Constitution pour la FTQ, leur Constitution pour le Congrès qui s'en vient. Et vous allez rire à la suite ce qu'il m'a dit. Il dit, c'est Trudeau qui devait le faire. Trudeau était chargé de cours à l'université à l'époque, évidemment millionnaire.
Et Trudeau n'avait pas fourni la constitution de la FTQ à temps. Oui. Et mon ami a eu le faire. Il dit, Trudeau leur a dit, il partait pour la France, il dit, non, je ne peux pas annuler la visite, la Mercedes est déjà dans le bateau. C'est le genre de phrase qu'on ne peut pas oublier. mais alors, il y avait des journalistes qui faisaient des discours pour des organismes, pour des ministres, pour... c'était, je m'excuse, c'était corrompu à l'os. Ouais. Faut dire les choses telles évidemment, que aujourd'hui, c'est impensable que quelque chose comme ça puisse se faire. Là. C'est impensable. Mais il y a quand même encore récemment, des journalistes qui ont fini par se porter candidat pour un parti politique. Oui. Là. On peut penser à Bernard Drinville, on peut penser aussi à Pierre Pierre Laporte. Duchesne. Christine Saint-Pierre, oui, M. Laporte et tout ça. Effectivement. C'est que... Oh, Pierre Laporte. Oh. Peut-être que d'avoir couvert l'information parlementaire et politique, ça les a accrochés, ça leur a donné une passion pour en faire l'exercice et surtout se faire élire, représenter des citoyens, Et pouvoir etc. donner son opinion aussi, parce qu'en principe, voilà. sauf par exemple quelqu'un comme Antoine qui est chroniqueur, qui est éditorialiste, en principe, on ne donne pas notre opinion et tout le monde en a pourtant une, donc on doit combattre cette opinion-là et peut-être que pour certains, ça devient trop difficile. Mais je reviens Ça à une conduit phrase certains de... journalistes à ne pas voter. On a su que Sébastien Bovet ne vote pas parce qu'il se sent... il met une fleur ou il annule, hein, c'est ça? Il y a eu une Ça phrase va jusque-là. Une phrase de Pierre Nadeau qui a interviewé à ce sujet. Quelqu'un lui disait, « Vous avez jamais voulu, M. Nadeau, vous présenter en politique, etc. » Et il avait répondu, « Je n'ai pas cette générosité-là. » Alors, c'est ça que ça implique, c'est que quand un Bernard Drinville, une Christine Saint-Pierre, une Nathalie Roy, une... René Lévesque. René Lévesque oui. Et Véronique Tremblay, je crois, bon, décident de faire ce pas, de passer de l'autre côté de la clôture à ce point-là, donc à être élu, ça demande beaucoup. Énormément. Et Jocelyn voulait ajouter quelque chose? Oui, ben moi j'ai rencontré plusieurs journalistes, dont certains noms de ces personnes-là. Et moi je leur demandais pourquoi. Mais ils me disaient, après avoir été témoin et spectateur pendant si longtemps, j'ai eu le goût d'être acteur. Alors c'était ça, là, tu sais, c'était de participer. Il y a Vincent Marissal. Hein? Vincent Marissal, oui, puis il y en a Mais aussi. ça reste quand même une minorité, par exemple. Là. Il y a quand même une minorité de journalistes qui finissent par s'impliquer en politique. Là, Oui, mais c'était des hommes qui connaissaient parfaitement bien le fonctionnement de toute la mécanique politique. Là, ils connaissaient bien l'Assemblée, ils connaissaient très, très bien l'État. Donc, c'était comme un peu normal qu'ils s'engagent en politique. Et ce qui est un atout pour les partis politiques, c'est que généralement, ce sont des bons communicateurs, Oui, ce sont des absolument. bons vulgarisateurs, et en politique, c'est toujours, disons, une qualité ou une caractéristique qui est recherchée. Là. Mais d'ailleurs, je voudrais aborder aussi la question... La notoriété aussi. Oui, c'est ça, il y a une notoriété parce que les gens les connaissent. Vous avez probablement remarqué dans les dernières années qu'il y a eu beaucoup d'évolutions technologiques aussi des médias. Là. Il y a une accélération de la production des nouvelles. Et maintenant, au Parlement, pratiquement tout est diffusé en temps réel. Je veux dire, les partis d'opposition font un point de presse. Ça va être diffusé du début à la fin sur le site de l'Assemblée nationale, même sur les chaînes de nouvelles continues. Pendant la pandémie, ici, lorsque le gouvernement faisait ses points de presse, on entendait donc chacune des questions des journalistes. Et on s'est aperçu, pour les courriels qu'on a reçus, qu'il y avait énormément de gens qui n'étaient pas d'accord avec nos questions, qui n'aimaient pas nos questions. Alors, est-ce que le journaliste, aujourd'hui, avec l'évolution technologique, est exposé encore plus à la critique comme ça? Sans doute, sans doute. Mais ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la vie, des changements, de la transformation. Ce qui est important, c'est que cet instrument de la démocratie à l'intérieur, si vous voulez, de la sphère parlementaire, qu'est la tribune de la presse, demeure toujours. La tribune de la presse est un instrument de la démocratie.
Et il faut être là. Vous avez eu, j'ai lu Antoine, là, il y a récemment, peut-être au printemps, il y a eu un accrochage, je crois, avec l'éternelle chicane de guerre larvée avec les attachés de presse dans les corridors ici. Et vous avez dû vous battre en disant, écoutez, vous devez faire de la reddition de comptes et nous avons le droit, nous les journalistes de la tribune de la presse, je vais me battre avec un crayon, d'être présents dans les corridors, de continuer, d'être là, oui, de poser des questions. Pandémie, nous avons le droit à des sous-questions. Oui. Parce que peut-être que vous avez reçu les journalistes actuels de la tribune de la presse, des gens qui n'étaient pas contents des questions que vous posiez. Mais qui sont ces gens-là? Est-ce que ce sont des gens, des membres de partis politiques qui avaient les orteils en éventail parce que vous aviez l'air de picosser un peu le premier ministre, etc. Mais le journaliste doit poser ces questions. Généralement, les questions des journalistes proviennent des citoyens, proviennent de la salle des nouvelles à Montréal ou à Québec qui disent, écoute, il y a des gens qui disent, posez donc ces questions-là, etc. Mais... Alors, je crois que ce rôle-là doit être maintenu à travers la transformation, je dirais, de la livraison de l'information. De la transformation mécanique. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on est exposé. Et c'est la même chose pour les élus, parce qu'avant, les élus devaient peut-être faire moins attention à ce qu'ils disaient, parce qu'ils savaient que c'était coupé au montage, que c'était pas en direct, qu'ils pouvaient faire des blagues avec les journalistes et tout ça. Mais aujourd'hui, ils peuvent même pas se permettre de faire une gaffe. Ça risque d'être diffusé en direct, là. Il y avait cette image d'un ancien collègue, justement, qui a été viré à cause de certaines questions qu'il posait. Et il lui disait, c'est fâchant parce que c'est comme si on filmait le cuisinier en train de faire son plat. Et c'est sûr que des fois en cuisine, on se salit les mains, on échappe des choses par terre et tout ça. C'est pas toujours lisse, mais lui, il disait, mes reportages sont très corrects, mais c'est sûr que dans mes questions, des fois, je peux être caustique, incisif. Et lui avait vécu les deux époques, l'époque où les reportages étaient présentés comme ça, mais sans donc la présentation des points de presse, et justement le côté public. Mais ça, c'est une façon de voir les choses. C'est la critique du cuisinier. Ça, je trouve ça intéressant. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'espèce d'intelligence collective qui vient avec les questions des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs en direct. Parfois, ça nous permet de trouver une bonne question, de nous rebrancher sur ce qui se passe vraiment chez les gens. Et pendant la pandémie, je trouve que ça a eu du... Il y a toujours des bons et des mauvais côtés, mais il y a des bons côtés à cette espèce de transparence-là absolue pour notre travail. Et pour ce qui est de la mécanique de livraison de l'information, Robert et moi aussi, qui sommes passés des machines à écrire Underwood et Olympia aux ordinateurs ou tout simplement au petit clavier ici. Présentement, je vois du montage, je fais du travail documentaire et le montage est numérique. Ça me rappelle quand en 1976, on m'a amené à Radio-Canada en film. On attendait, on était 3 reporters, il y avait un monteur et tous nos extraits étaient accrochés avec des épingles à linge sur un fil, des bouts de film. Il fallait faire le montage et parfois on arrivait au monteur et le thème du téléjournal était en ondes. Maintenant, là, c'est formidable de travailler avec du montage numérique. Et en plus, les gens peuvent bénéficier du direct. Il y a de plus en plus de personnes à la retraite qui peuvent écouter à toute heure du jour, sinon en revenant du travail à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais pour le travail, moi, quand je suis arrivé en 2005, là, au devoir, on faisait 1 ou 2 textes par jour. Ouais. Et progressivement, on est devenus tous comme des agenciers. Quand on est reporter, là, moi je suis chroniqueur maintenant, mais des agenciers, c'est-à-dire déjà, eux autres, ils étaient... Ou des gens de la radio qui déjà faisaient plusieurs bulletins par jour. Mais on dirait que tout le monde s'est mis sur cette façon-là de travailler. C'est ce que ça a fait, je pense, le développement de l'Internet et du numérique. Avec Gilles Morin, on avait calculé comment ça prenait de temps
dans les années 60-70, faire une nouvelle. Ah oui. Ça prenait une journée et on n'en faisait qu'une seule. Aujourd'hui, on peut en faire 10 par jour. André Brassard, celle qui était à Radio-Canada, Marie-André Brassard, Oui, c'est ça. Ouais, m'avait dit, Jocelyn, je suis intervenu 14 fois dans une journée. c'est ça. C'est fou. Mais moi, j'avais posé la question à un colloque. Qu'est-ce que les journalistes ont fait du temps qu'ils avaient sauvé? En fait, c'est pas la faute des journalistes, c'est que les entreprises demandent encore. Puis tout le monde me parlait de la bête, qu'il faut nourrir la bête, puis qu'il faut nourrir la bête, puis qu'il faut avoir une nouvelle le matin, puis il faut avoir une nouvelle de bonne heure pour devancer Denis Lessard. Donc, c'est... Tu sais, je veux dire, c'est une machine infernale. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes de travailler à ce rythme-là. C'est incroyable. Mais ça expose aussi les élus, parce que je me rappelle, par exemple, Yves Bolduc, qui avait fait une déclaration, justement, dans une mêlée de presse qui avait été présentée en direct. Et si cette mêlée de presse n'avait pas été présentée en direct, normalement, les attachés de presse seraient venus voir les journalistes en disant... Tu sais bien que c'était pas vraiment ça qu'il voulait dire, c'est mal exprimé, etc. Là, le mal était déjà fait parce que les gens l'avaient vu en direct. Et par la suite, ça a mené à sa démission parce que ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux, là, toute cette histoire-là. Dans ce temps-là, Robert, il y a une couple d'années, c'était pas comme ça. J'imagine que les politiciens pouvaient influencer un peu le reportage, étant donné qu'il y en avait seulement un par jour, peut-être. Ça se peut-tu? Qui nous influençait. Ben, est-ce qu'à l'époque, un attaché de presse pouvait aller voir un journaliste pour un peu négocier l'angle de son reportage, vu Oui, que de toute façon, c'était présenté à la fin de la journée? Effectivement. D'ailleurs, l'exemple le plus spectaculaire, c'est lors des débats des chefs, lors d'une élection, où il y a même une salle à côté où les représentants des participants essayent d'influencer les journalistes sans grand succès, je dirais. C'est pas... Ça ne fonctionnait pas. On les voit venir. Hein? Quels seraient, peut-être pour clore cette table ronde-là, quels seraient maintenant les défis de la tribune de la presse? Est-ce que ça peut être peut-être la difficulté des entreprises de presse médiatique aujourd'hui, des difficultés de financement? Est-ce que ça peut être un des défis qui fait en sorte qu'il faut continuer, qu'on ait toutes les entreprises reconnues, représentées ici à l'Assemblée nationale? D'après vous, les défis à court et à moyen terme pour la tribune de la presse? Moi, j'ai le goût de citer Edgar Morin. Edgar Morin, un sociologue français. Edgar Morin avait remarqué que le savoir citoyen diminuait. Toutes les questions d'administration publique, la santé, l'éducation, ça devient tellement des questions difficiles à assimiler pour le citoyen que le citoyen est complètement perdu. Donc, moi, je pense que le journalisme, les membres de la tribune de la presse, vous avez une responsabilité d'éclairer le citoyen. Il y a la formation citoyenne aussi, on en parle souvent, mais ça n'existe pas. De sorte que, moi, à mon avis, les personnes dans la société québécoise actuelle qui sont les mieux préparées pour informer la population, c'est bien les membres de la tribune. On l'a vu avec le COVID, là. Les questions n'étaient pas si stupides que ça. Moi, je trouvais que les journalistes en étaient extraordinairement bien. Ils avaient bien fait leur travail. Et moi, ce qui m'avait impressionné, c'était que les députés n'avaient pas siégé. Je me suis dit, la démocratie, actuellement, quand je regardais la télévision, c'est les journalistes. C'est le quatrième pouvoir qui est là. L'Assemblée ne siège pas. Hein? Vous avez été les garants du quatrième pouvoir durant cette crise-là. Mais ça, les gens n'ont pas vu ça, là. Les gens n'ont pas compris ça, malheureusement. Voilà. Moi, je dirais que Oh, pardon, Antoine. Non, allez-y. C'est que je pense qu'il est important. Le défi va être d'être vigilant pour que la transmission de l'information demeure humaine. Que le nombre de journalistes ne décroisse pas, que les médias soient tellement conscients et sensibles à l'information parlementaire, politique et ne pas oublier administrative. La tribune de la presse a aussi ce mandat de surveiller l'administration, là.
la grande machine. L'Assemblée nationale, le fonctionnement. Le fonctionnement, etc. Donc, les médias doivent demeurer sensibles à ça. Les patrons de médias doivent demeurer sensibles afin de ne pas diminuer le nombre de journalistes. C'est pas un robot qui peut percevoir des nuances sensibles. C'est un autre être humain qui est capable d'aller demander à un autre être humain une reddition de compte. Et j'ouvre juste une brève parenthèse. Le destin m'a amené au canal de l'Assemblée nationale pendant quelques années. J'ai dû, forcément, je ne voulais pas perdre ma carte de membre de la FPJQ, je m'en suis tenue à l'information de mes débuts dans le journalisme très factuel. On est dans le factuel au canal de l'Assemblée pour les capsules d'information, pour les émissions documentaires qu'on a faites à l'époque. Et j'ai renoué avec le travail des députés en commission parlementaire, où on découvre l'esprit d'un projet de loi. Nos chefs de pupitre, quand on est comme vous, Antoine, comme vous, Véronique, présentement, à devoir faire du quotidien constamment, pour eux, certains détails, c'est pas intéressant. Donc, on est un peu frustrés. On a trouvé quelque chose qui était important pour le quotidien du citoyen, là. Mais c'est pas important, c'est pas la nouvelle du jour. Mais le travail en commission parlementaire, par exemple, dans les années 90, et vous pourrez aller interviewer un jour Gilles Rémillard et Louise Arel, qui, pendant près d'1 an, ont refait le Code civil du Québec avec près de 1000 amendements que le Parti libéral au pouvoir a accepté de l'opposition du Parti québécois. Il y avait juste 4 autres députés du Parti Équalité dans le temps, là. Donc, et Gilles Rémillard, à la fin de le Code civil, c'est le quotidien, c'est nos actes notariés, c'est la régie des loyers, c'est tout, c'est vraiment dans notre quotidien. Et ça, personne, ou presque personne, n'a couvert le travail du changement du Code civil. Alors, je termine là-dessus. Il y a du travail ici pour des décennies, des siècles. Un autre 150 ans. Encore un autre Robert, 150 ans. ajouter quelque chose? Moi, je dirais juste... qu'on abolisse le Parlement. On espère Je dirais juste une chose pour finir. Il n'y a rien qui remplace les faits. Ouais. Et l'exactitude des faits. Les faits. Et le journalisme commence par ça. Avant d'avoir des commentateurs ou des analystes ou quoi que ce soit, les faits. Et très souvent, c'est absent. Et l'autre chose que je dirais concernant le métier, je souhaiterais que... Je suis contre les écoles de journalisme et les facultés de journalisme dans les universités. Je trouve que ça ne sent... Dans l'ancien temps, les gens apprenaient sur le tas et c'était tout aussi efficace. Et je souhaiterais que les journalistes soient formés dans différents domaines, l'histoire, la science. On a besoin de gens qui savent de quoi ils parlent. Et je souhaiterais qu'il y ait plus de journalistes qui aient un background solide dans différents domaines. Alors voilà. Moi, 2 défis en terminant. Les faits, oui, mais dans la société contemporaine, le consensus sur les faits s'effrite, même des faits fondamentaux. Il y a des gens qui contestent sérieusement que la Terre est ronde. C'est complètement dingue. Ça a l'air drôle de le dire comme ça, mais il y a une élue à Gatineau qui l'a dit qui a émis des doutes sur cette question-là, donc à la télévision, en disant que tout était relatif. Puis donc, on est là-dedans. Défi numéro 1, qui rejoint aussi, à certains égards, la question de qui est journaliste, qui est au cœur du mandat de la Tribune. Hein? Parce qu'il y a toutes sortes de monde qui émettent toutes sortes d'opinions et il y a des fausses nouvelles là-dedans. Puis ça polarise la société. Le journaliste ne doit pas, parlementaire, ne doit pas se laisser aspirer dans cette polarisation-là. Ça, c'est un grand défi. Je dirais en deuxième, rapidement, que les conventions qui nous régissent depuis longtemps ici à la Tribune sont à solidifier et à rappeler. Vous avez parlé du couloir tout à l'heure, de l'importance aussi de l'entrée du Conseil des ministres après 1 an de pandémie. Écoutez, il n'y a plus de questionnement de la part des journalistes à l'entrée et à la sortie du Conseil des ministres.
Moi, je trouve ça terrible. Et donc, c'est un défi de... Et le pouvoir s'en accommode. Il est content, là. Donc, il y a des conventions à rappeler et à solidifier, puis on va le dire à notre président, Patrice Bergeron. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci Robert McKenzie, merci Gisèle Galichard, Jocelyn Saint-Pierre et Antoine Robitaille pour vos anecdotes et votre expérience cumulée. Là, franchement, vous avez vécu beaucoup de choses tout le monde ensemble. Et d'ailleurs, la Tribune de la presse a été témoin pendant 150 ans de moments marquants et on va souhaiter qu'elle le soit pour les 150 prochaines années encore. Merci. Mais nous serons morts, mon frère, ma sœur. Merci beaucoup. Merci.